Bonjour à tous, bon retour parmi nous. Voici notre première leçon sur les concepts de négociation des obligations ICT. Comme il s'agit de matières premières, il est très important que je vous rappelle que je ne suis pas un CTA agréé. Il ne s'agit pas de conseils commerciaux. Et tout ce qui est mentionné dans le contenu de ce mois et dans ces leçons ne sont que des opérations sur papier. Bon, juin de l'année du mentorat de l'ICT. ICT Bond Trading Lesson 1, les bases et le concept de fourchette d'ouverture. D'accord, quand je fais référence aux obligations du Trésor, ce à quoi je fais spécifiquement référence est le contrat à terme sur les obligations du Trésor à 30 ans. Et le symbole commercial de ce contrat, STZB, et c'est pour les 30, d'une obligation du Trésor à 1 an. Et la séance de négociation pour laquelle ces concepts que je vais enseigner cette semaine sont principalement utilisés dans l'analyse de la séance de New York. Elle commence à 8h20 et se termine à 15 heures, heure de New York. Et les mois de livraison du contrat pour l'obligation du Trésor à 30 ans et mars avec le code de contrat de livraison de H. Tuin avec le code de mois du contrat de livraison M. Septembre avec le code de mois du contrat de livraison. Décembre, code de livraison mois contractuel Z et le format lorsque nous utilisons pour saisir nos graphiques ou pour les extraire des données, c'est le symbole ZABI. Puis le code du mois, puis les deux derniers chiffres de l'année commerciale. À titre d'exemple, ZBU 17 for September 2017's contract of the third year Treasury bond. Vous pouvez le voir à droite, dans cette image, obligation du Trésor septembre contrat ZBU 17 en haut. Il est négocié sur le Chicago Broad Trade Exchange et il s'agit d'un contrat à terme. Et vous pouvez voir que le seul contrat de livraison manquant ici est le contrat de mars 2018. Le montant par tick est de 31,25 $ par contrat. Un mouvement de poignée ou de figure complète équivaut à 32 ticks ou est appelé 30 secondes. Un mouvement de 32 ticks équivaut à 1 000 $ par contrat. D'accord, le concept de la gamme d'ouverture des obligations. Nous parlons ici de choses nostalgiques, les amis. Ce sont les choses sur lesquelles je me suis fait les dents en tant que négociant en matières premières il y a des années et des années. D'accord, donc quand nous regardons le marché obligataire, d'ouverture du marché obligataire, le volume le plus élevé, entre 8h et 9h30, heure de New York. Le vrai jour pour le marché obligataire est de 8h à 15h, heure de New York. La fourchette d'ouverture commence à 8h, heure de New York, et se termine à 9h, heure de New York. Limitez votre champ d'action. La fourchette d'ouverture entre 8 et 9 heures tend à créer le plus haut ou le plus bas de la journée sur le marché obligataire. Il peut s'agir d'une hausse sur les stops ou d'une configuration de juste valeur. En d'autres termes, il s'agit d'un bloc d'ordre haussier ou baissier ou d'une transaction visant à combler un vide de liquidité ou un écart de juste valeur. C'est aussi l'endroit où les poules de liquidité se constituent autour pour que l'ouverture du marché boursier soit évaluée. Prenons quelques exemples. Nous avons le bon du Trésor pour le contrat de livraison de septembre de 2017 et il s'agit d'un graphique en chandelier de 15 minutes. Et j'ai délimité ici la période de 8h à 9h. Dans cette zone, ce que nous recherchons, c'est la fourchette d'ouverture ou le plus haut et le plus bas entre ces deux délimitations dans le temps. Vous pouvez voir ici, nous avons un bloc d'action de prix. Voici notre fourchette d'ouverture. Nous avons le plus bas de la fourchette d'ouverture.
le sommet de notre fourchette d'ouverture et que le prix se négocie en dessous du plus bas qui s'est formé entre 8 et 9 heures du matin. Il s'agit d'un stop run et d'un renversement potentiel. Remarquez que le volume le plus élevé de la journée se situe entre 8 et 9 heures du matin. Remarquez également le creux inférieur qui a été créé après 9 heures, heure de New York. Ce plus bas a été observé avec un volume plus faible. Il y a donc eu des achats massifs juste après 8 heures du matin. Mais lorsque le prix a atteint ce plus bas, il n'y a pas eu d'afflux important de volume. Tout ce que nous voyons, c'est un mouvement vers l'exécution des stops de vente initiaux pour les personnes qui ont eu raison et qui ont acheté tôt, en ayant un stop loss trop proche du marché. Il s'agit d'une divergence de volume, le prix faisant un plus bas. Ce plus bas aurait dû être accompagné d'une barre plus haute sur le volume, supérieure sur le volume. C'est un signe de faiblesse imminente à la baisse, ce qui signifie qu'il n'y a plus de 20 de vente. Il s'agit en fait d'une course au stop. Le prix augmente, trouve un certain soutien au niveau de la fourchette d'ouverture, le haut de la fourchette d'ouverture, et trouve une autre opportunité de voir le prix se négocier à la hausse dans les dernières parties de la journée. Bon, un autre exemple. Nous avons notre bloc d'action de 8 à 9 heures du matin délimité. De 8 à 9 heures, il s'agit de notre fourchette d'ouverture. Encore une fois, notre fourchette d'ouverture est définie par le haut et le bas. Fourchette d'ouverture basse. Nous avons un blocage d'ordre, deux dernières bougies fermées à la baisse, à l'intérieur du range d'ouverture, et le sommet de la fourchette d'ouverture. Comme vous pouvez le voir, le prix se négocie à la baisse dans le bloc d'ordre haussier, soutenu par la notion de fourchette d'ouverture de 8 heures à 9 heures, et le cours repart à la hausse, base d'un bloc d'ordre haussier. Et remarquez que le prix atteint le sommet le plus élevé dans l'heure de 11 heures. Le volume était en baisse, alors que le prix atteignait un nouveau sommet à 1,5421. Le prix a ensuite baissé pour redescendre dans la fourchette d'ouverture et entre ensuite en consolidation. La divergence de volume ici était un signe avant-coureur que le rallye vers les 1,5420 et 1 était en cours. Était un faible. Par conséquent, le volume précède le prix. Le volume précède le prix. La faiblesse a été observée après que un 54,21 s'est affiché. Idéalement, le volume aurait dû avoir une barre sur son sommet le plus élevé se déplaçant vers un 54,21. Maintenant que nous travaillons avec des produits de base, nous avons une représentation plus précise de la pression d'achat et de vente avec un volume réel. Les lignes verticales ici, les lignes vertes, bleues et bleu foncé, sont des délimitations du volume. Bon, un autre exemple. Nous avons notre délimitation de 8 à 9 heures du matin. De 8 à 9 heures, notre fourchette d'ouverture. Le plus bas de la fourchette d'ouverture. À l'intérieur de la fourchette d'ouverture, la dernière bougie fermée à la baisse est un bloc d'ordre haussier. Il y a deux points de référence dans ce bloc de commande. Nous avons le test initial ici, et nous avons le test secondaire. L'un ou l'autre. Il s'agit d'un bloc d'ordre haussier. Nous nous attendons à une reprise. Et remarquez que le volume le plus important a été observé, encore une fois, entre 8 et 9 heures du matin. Heure de New York. Et le prix se déplace à la hausse pour se heurter, pour atteindre le niveau de 1,5426. Mais remarquez qu'à 1,5426, regardez le sommet qui a été formé, juste avant 2 heures de l'après-midi. Ce sommet, ce pic des volumes, n'a pas été observé avec un volume plus important. Measure plus tard dans la journée, dans la soirée. Ainsi, lorsque nous avons négocié le 154.26, cela s'est fait sur un faible volume, mais il a aussi atteint
au-dessus avec une divergence de volume. Il a atteint au-dessus d'ouverture de la fourchette d'ouverture. Il a donc franchi les stops au-dessus de cette fourchette et n'a pas réussi à aller plus haut et s'est négocié à la baisse et a clôturé dans l'écart de juste valeur observé au niveau de 1,5410. Nous avons donc un mélange de choses que nous avons déjà apprises dans la partie Forex de ce mentorat. Et maintenant, nous mélangeons d'autres choses avec matières premières spécifiques. Lorsque nous examinons la fourchette d'ouverture pour les obligations, ce que j'aime faire, c'est définir la fourchette d'ouverture de la même manière que pour la fourchette asiatique. Comme je l'ai fait pour la fourchette asiatique, je cherche les corps, mais j'incorpore également les mèches et j'incorpore également les plus hauts et les plus bas précédents qui se trouvent juste à gauche de 8 à 9 heures, heure de New York. Remarquez que nous avons le sommet formé entre 2 heures du matin et 12 heures. À gauche du graphique, nous avons des sommets égaux juste en dessous de 1,5419. Avec ce sommet, je vais incorporer le wick entre 8 et 9 heures. C'est la raison pour laquelle il est défini ici. Remarquez également que le point de référence devient un problème pour l'évaluation des arrêts. Plus tard dans la soirée, pendant la période de session de l'agent, lorsque nous recherchons des opportunités, nous mélangeons un peu comme la perspective de la fourchette asiatique sur le marché d'échange. Nous recherchons le même thème général entre 8 et 9 heures du matin sur le marché obligataire. Maintenant, j'aime voir les signaux se former à 8h20 ou après. Ils peuvent se produire dès 8 heures du matin et parfois un peu avant, tout comme l'ouverture de la session de New York à 7 heures du matin, mais je préfère généralement les voir se produire entre 8 heures et 8 heures et demie, de sorte que l'heure cible est 8 heures et 20 minutes, soit l'ouverture du CME. Il y a donc à nouveau un mélange de ces éléments temporels. Si nous savons qu'il y a un fort afflux de traders new-yorkais qui arrivent à 8h20, c'est l'heure de New York. Les traders londoniens sont encore éveillés, ils sont toujours à l'affût de transactions. Et si les traders britanniques ou européens veulent participer au marché du trésor, et c'est un très grand marché, pas aussi grand que le Forex, mais très liquide, et l'une des choses merveilleuses sur le marché obligataire, c'est le moins manipulé de tous les marchés. Pensez-y. Rappelez-vous, j'ai fait ma carrière, sur les marchés des matières premières, avec les obligations. J'aime le marché obligataire parce qu'il est le moins manipulé. Il n'y a pas beaucoup de manipulation. Il n'y a pas beaucoup de folie sur ce marché par rapport à d'autres. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de manipulation, mais simplement que les marchés obligataires sont en général les moins touchés par les manipulations. C'est généralement sur le marché obligataire qu'on en voit le moins. Lorsque l'on parle de FOMC ou de taux d'intérêt, on peut dire que le marché obligataire est le moins manipulé. D'intérêt ou les rapports sur les taux d'intérêt, ou lorsque l'on s'approche de ce genre de choses, le marché obligataire peut devenir un peu fou et qu'il peut faire des choses qui n'ont pas de sens. Le moyen le plus simple d'éviter cela est de rester à l'écart de cette classe d'actifs particulière en amont de ces événements. Une fois que les nouvelles sont tombées, que les chiffres du FOMC ont été publiés ou que la décision sur les taux a été annoncée, tout ce qui est de cet ordre, même les chiffres de l'emploi non agricole, il n'y a rien n'épargne le marché obligataire lorsqu'il s'agit du NFP. Ces environnements sont toujours, comme je l'ai mentionné dans d'autres enseignements concernant le Forex, vous ne voulez pas trader autour de ces environnements parce que c'est illiquide, le marché va s'écarter. À l'endroit où se trouvent les liquidités, et il y a de fortes chances qu'elles aillent à l'encontre de votre position, il est donc préférable de ne pas négocier du tout à ces moments-là. Il est donc préférable de ne pas négocier du tout à ces moments-là. Des marchés de matières premières dans leur ensemble, si vous voulez faire une carrière en tant que négociant sur un seul marché, il y a pléthore d'opportunités de trading sur le marché obligataire. Il est très liquide. Il est très agréable lorsqu'il est en tendance. Lorsqu'il commence à évoluer dans une direction, il reste généralement dans cette direction. Lorsqu'il entre en phase de consolidation, il peut être un peu agité, mais si vous savez ce que vous cherchez en termes d'écart, de juste valeur ou de soupe de tortue, en utilisant des idées d'équilibre, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous tailler. Une petite quantité de pips ou de ticks dans ce cas pour cet actif particulier.
Il est évident que tout le monde veut être à l'affût de l'innovation. Être un trader sur le marché obligataire veut capturer 32 ticks ou une poignée complète et essayer de capturer 1000 $ par contrat. Ce marché n'a généralement pas une grande amplitude journalière. Donc, si vous pouvez capturer entre 5 et 8 ticks, 5 à 8 ticks, comme l'intraday, day trade, il n'y a certainement rien de mal à cela. Si vous pouvez obtenir 16-30 secondes, c'est 500 $ par contrat. C'est une bonne journée. Un jour de grande amplitude est celui où vous obtenez une poignée complète ou 32 ticks ou 1000 $ par contrat. Cela n'arrive pas tout le temps, mais il peut y avoir des mouvements soutenus qui créent cette opportunité, mais ce n'est pas la norme. Il s'agit donc d'une classe d'actifs qui a besoin d'un soutien financier qui, pour de faibles attentes en termes de fourchette quotidienne, elle respecte des pools de liquidité, des écarts de liquidité, des écarts de juste valeur, toutes les choses que nous avons apprises avec le Forex. Ils se produisent toujours dans cette classe d'actifs, mais on ne voit pas beaucoup de choses comme sur le marché d'échange, où il peut y avoir des pics à la baisse, faire des choses vraiment folles, avant de repartir dans la direction dans laquelle vous négociez. Peut-il arriver que votre stop soit dépassé? Oui. Vous verrez parfois quelque chose dans le graphique qui ne se matérialisera pas et qui partira dans l'autre sens? Oui. Verrez-vous des blocs d'ordre qui n'augmentent pas, mais qui se contentent d'aller de côté? Oui. Et inversement pour les blocs d'ordre baissiers. Rien dans cette classe d'actifs ne la rend parfaite. Mais si le Forex devait s'effondrer ou si je ne pouvais l'effondrement ou si je n'étais pas en mesure d'effectuer des transactions sur le Forex, je reviendrais à la négociation d'obligations sans hésiter. Cela ne me poserait aucun problème de revenir à la négociation d'obligations car c'est un très bon marché. Il peut être négocié sur le marché secondaire. Il peut être négocié à court terme. Il peut certainement être négocié au jour le jour. Et lorsque les conditions sont réunies, il est possible de prendre des positions et de les conserver à long terme. Oserais-je dire plusieurs mois? Je n'ai jamais été en mesure de le faire personnellement, mais c'est possible parce que c'est comme une monnaie. C'est possible car c'est comme une monnaie. Et parfois, elle évolue très très bien. Vous avez donc maintenant un point de départ pour commencer à étudier le marché obligataire. Et vous pouvez ouvrir Barchart.com et regarder une période de 15 minutes pour un jour. Vous pouvez consulter le ZBU 17 et à mesure que nous avançons dans le temps, passez au mois suivant. Et si nous allons jusqu'à 2018, vous allez simplement changer le 17 en 18 ou quelle que soit l'année, respectivement. Et vous pouvez tenir un journal de bord de ce que fait le marché obligataire. Maintenant, je vais vous conseiller de faire cela en tant que procédure quotidienne générale, même si vous n'avez pas l'intention de faire de la spéculation sur le marché obligataire. Disons que vous n'avez jamais l'intention de le faire maintenant. Je vous promets qu'en l'examinant jour après jour, vous améliorerez vos compétences en matière d'action sur les prix. Une plus grande appréciation de cet actif particulier pour les matières premières, pour les taux d'intérêt, et vous allez également commencer à l'étudier en relation avec l'évolution de l'ensemble des devises étrangères, de l'or et des devises étrangères dans leur ensemble. J'espère que cela a été une bonne introduction au marché obligataire et que cela a été une bonne introduction au marché obligataire. C'est l'un des concepts les plus fondamentaux que j'utilise lorsque j'effectue des analyses d'analyse. Dans la prochaine leçon, nous allons parler des règles de fractionnement des séances.